Paul Amegakpo, il est le président de l'Institut Tamberma pour la gouvernance. Il est ancien représentant pays du NDI en Guinée. Bonjour, monsieur Paul. Bonjour, monsieur Ouri. Bonjour, chers chroniqueurs, chers auditeurs et internautes de FinFM. Merci de votre disponibilité et d'avoir accepté notre invitation. On va commencer avec vous, cabinet, pour la première question. Alors, monsieur Paul, on est aujourd'hui face à une situation où vous avez une montée importante des formes d'accession dégradées du pouvoir. Nous voyons, je parle spécifiquement de ces coups de force qui se multiplient. Est-ce que l'on n'est pas à même aujourd'hui de craindre une sorte d'épidémie qui va s'étendre aussi à d'autres pays comme le craint Guterres? Oui, bien sûr, c'est déjà une épidémie et le mot ne vient pas de moi. Le mot vient du président de la transition guinéenne, le colonel Mamadi Doumbouya, à la tribune des Nations Unies, où il a expressément évoqué une épidémie de coup d'État. Et cette épidémie de coup d'État marque un revers du processus de démocratisation de nos États, un revers qui contraste avec l'enthousiasme que l'Afrique de l'Ouest a connu, surtout dans les années 2010, où la sous-région a été considérée comme celle qui fait plus de progrès démocratiques en Afrique. Alors, la question qui se pose actuellement et qui taraude les esprits à la fois des citoyens mais aussi des analystes, pourquoi en sommes arrivés là? Pourquoi sommes-nous à ce niveau où les putschistes paraissent plus acceptés par une frange de l'opinion publique? Quelle est cette opinion publique? Et les réponses à ces questions sont variables, mais ce que nous pouvons fixer, c'est que la plupart de l'opinion publique qui enchante ces coups d'État vient de la jeunesse qui n'avait pas connu les dictatures des années 60 à 90. La plupart du temps, ce sont des gens qui, justement, n'ont connu que le temps de la démocratisation. Je pense que les militaires pourraient être à même de répondre à leurs préoccupations au quotidien, à la fois sur les questions de développement, sur les questions de l'employabilité, sur les questions du bien-être social et du développement socio-économique. Mais c'est un leurre, parce que nous qui avions analysé le processus politique de l'Afrique depuis les indépendances à ce jour, nous sommes à même d'affirmer que les dictatures qui ont succédé à l'indépendance n'ont pas réussi à développer les pays africains. Par contre, autour des années 2020, nous avions réalisé que plus de 30 pays africains avaient renoué avec la démocratie. Et dans cette majorité de pays africains, nous avons remarqué que l'essor économique accompagnait justement le progrès démocratique. Il faut également dire que l'une des raisons évoquées par les putschistes, c'est la soif d'une indépendance vis-à-vis des anciens colons. Et nous voudrions dire également à l'opinion publique africaine que au lendemain des indépendances, la plupart des régimes avaient choisi l'autoritarisme, contrairement aux régimes qui prévalaient dans les colons. La France, par exemple, est un pays démocratique, la Grande-Bretagne est un pays démocratique. Par contre, les colonies de ces puissances avaient opté pour la majorité à un régime autoritariste, dictatorial. Ça veut dire que l'affirmation de l'indépendance des États africains n'est pas quelque chose de nouveau. Bien. Ça datait de l'époque des indépendances. Et donc, mettre en avant le panafricanisme ou l'indépendance vis-à-vis de la puissance coloniale comme le projet de société pour justifier le putsch
est un mensonge. Yaré Grassi, pour continuer, une question. Alors, à la tribune des Nations Unies, le colonel Mamadi Doumbouya a brandi des arguments pour justifier les coups de force en Afrique, notamment, parmi lesquels il cite la boulimie du pouvoir et le coup d'État constitutionnel. Est-ce que vous, personnellement, vous comprenez ces arguments? Il y a eu une analogie faite par le président de la transition, colonel Doumbouya, qui était difficile à comprendre par l'opinion publique. Parce qu'il comparaissait les putschistes militaires aux putschistes au col blanc. C'est-à-dire les putschistes qui tripatouillent ou manipulent les constitutions. Et nous voudrions rappeler ici que les deux formes d'atteinte au constitutionnalisme sont réprimables, répréhensibles. Et donc, on ne peut pas comparer deux mots. On ne peut pas justifier un mal par un autre mal. Et donc, l'analogie faite par le président Doumbouya est une pilule qui a de la peine à passer dans l'opinion publique. Peut-être qu'il veut dire que son mal est le moindre mal, en quelque sorte, entre les deux. On ne peut pas avoir le moindre mal, nous pouvons avoir un corps sain. Et on ne peut pas vouloir remplacer Saradis par un virus. Il faudrait s'assurer que ce que la génération actuelle en Afrique veut pour nos sociétés, c'est une démocratie où le peuple aura réellement la voix au chapitre, où la démocratie représentative fonctionnera effectivement à travers des représentants du monde élus et que la démocratie directe serait un appendice à cette démocratie représentative où les dirigeants seront appelés à consulter directement et très souvent l'opinion publique sur les grands choix de politique publique. Au-delà de ça, un putschisme militaire ou un putschisme à col blanc, les deux sont répréhensibles et nous n'en voulons pas. Voilà, Emmanuel Milimono pour continuer. Monsieur Amegapo, je voudrais partager avec vous ce constat et peut-être aussi savoir votre avis là-dessus. Quand vous reprenez aujourd'hui les 4 pays qui sont sous transition en Guinée, il y en a 3 qui sont du Sahel, le Burkina, le Mali et le Niger. Et l'une des raisons justement évoquées par ces pays reste les défis sécuritaires que n'arrivent pas à relever leur régime démocratique et la France qui est leur partenaire privilégié. Moi, j'essaie de comprendre un peu justement, de chercher à avoir quelques chiffres là-dessus. Quand vous prenez par exemple le budget du G5 Sahel, il était fixé à 423 millions de dollars. On n'a pas pu le mobiliser. Jusqu'à sa mort, Idriss Déby Itno, il s'en plaignait. Et au même moment, j'ai fait une comparaison avec celui qui a déjà investi en Ukraine. Je ne dis pas que les Ukrainiens ne méritent pas cela, mais il y a déjà 230 milliards de dollars qui sont apportés en aide à l'Ukraine face à la Russie. Et en Guinée, les mêmes partenaires, en Afrique, j'allais dire, les mêmes partenaires n'ont pas pu mobiliser 423 millions d'euros. Est-ce que finalement vous comprenez cette sorte de rébellion des armées qui, à chaque fois justement, cible les mêmes partenaires étrangers, la France, les États-Unis et les autres? La France surtout. Hein. Oui. Il faut remarquer que la collaboration ou la coopération internationale est régie par les intérêts. Les intérêts que partagent les pays, et ça peut être des intérêts justement géostratégiques, des intérêts économiques ou autres formes d'intérêts. Et donc le Sahel jusqu'à présent ne représente pas un grand intérêt. Il faudrait avoir un langage de vérité à l'opinion publique de notre communauté. Lorsqu'on évoque le Mali, le Niger et même le Burkina Faso, nous savons ce que représente le PIB de l'ensemble de ces 3 pays par rapport au PIB d'abord de la sous-région et au PIB mondial. Nous savons également ce que représentent les relations commerciales entre ces 3 pays et le reste du monde. Et donc, ce sont des pays qui ne pèsent pas assez. Et donc, nous devons ravaler un peu notre fierté et par principe de réalisme et de réalité, dire la vérité au peuple. Disons que
les nations, les puissances étrangères, que ce soit la France, parce qu'on évoque l'uranium au Niger, la France peut se passer de l'uranium du Niger. Et d'ailleurs, la France s'approvisionne plus largement d'autres pays que le Niger. Et si l'uranium pose problème, la solution serait de savoir comment est-ce qu'on doit négocier le prix de l'uranium et faire en sorte qu'on mette en compétition la France ou faire accepter à la France un prix juste. Et ça peut se faire pas seulement par le budget. Je voudrais rappeler que ce n'est pas moi qui le dis. Il y a plusieurs militaires depuis la nuit des temps qui disent que la guerre est un art trop précieux, une arme assez redoutable qu'il faudrait la laisser dans la main des militaires. Bien. Il faudrait que le prince apprenne contre eux. Et aujourd'hui, nous avons l'impression que les putschistes essayent de démontrer que les civils démocratiquement élus et qui dirigeaient les pays n'étaient pas capables de commander l'armée, n'étaient pas capables de juguler la crise sécuritaire. Là également, c'est une contre-vérité. Et lorsque vous prenez dans certains contextes, vous allez réaliser que les mêmes soldats, la même armée qui, entre-temps, servait de bras de répression pour des régimes dictatoriaux, ce sont les mêmes armées aujourd'hui qui semblent nous dire qu'elles sont plus démocratiques ou elles sont plus sensibles aux préoccupations de sécurité des populations. Et donc nous avons un faisceau critique de mensonges et de contre-vérités que les régimes nous servent et qui passent mal. Bien. Ce que nous voulons rappeler, c'est que pour nous, acteurs de gouvernance démocratique, nous avons des références. Nos références, c'est d'abord au niveau de la CEDEAO, le protocole additionnel pour la démocratie, la gouvernance et les élections. Et il faut rappeler que lorsque ce protocole était adopté en 2001, il y avait des présidents qui avaient de grandes auras, des présidents de haut vol, de grande envergure, qui avaient d'ailleurs pris des décisions à l'époque qui ont impacté l'Afrique tout entière. Et donc, aujourd'hui, faire comme si ces prédécesseurs, ces présidents bâtisseurs de la fondation de la bonne gouvernance de l'Afrique n'avaient pas posé des actes remarquables serait considéré comme une insulte à l'intelligence de ces chefs d'État. Bien. Parce que c'est l'Afrique de l'Ouest d'ailleurs qui avait inspiré l'Union africaine. Lorsqu'en 2007, l'Union africaine adoptait en janvier la Charte africaine pour la démocratie, la gouvernance et les élections, on a fait référence à l'Afrique de l'Ouest considérée comme pionnière sur la question. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas admettre pour les 15 États ouest-africains que certains chefs d'État qui n'ont pas la légitimité populaire puissent s'arroger le droit de dénoncer et de jeter aux orties les réalisations, les acquis de cette époque de choix de régime de gouvernance démocratique pour notre communauté, l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Alors, Talibé, pour la prochaine question. Le colonel Mamadi Doumbouya, dont on attendait quelques indications sur la direction prise par la Guinée dans le cadre d'un retour à l'ordre constitutionnel, n'en a pratiquement pas parlé, mais il a eu cette hiérarchisation de ses priorités, des priorités de la transition, en citant d'abord le social, ensuite l'économie et enfin le politique. Qu'est-ce que cela vous inspire, M. Paul? Oui, nous avions tous suivi attentivement ce passage. Et ce que nous pourrons retenir, c'est qu'il a évoqué en bon ordre, je cite, en bon ordre. Ça voudrait dire que pour la transition guinéenne, le politique viendrait en dernière position. Tout à fait. Or, au lendemain du coup d'État du 5 septembre 2021, la priorité était mise sur la refondation de l'État.
c'est-à-dire les réformes essentielles qui apporteront des rectifications à la trajectoire qui amenait nulle part. Maintenant, la question que nous nous posons, c'est de savoir si on peut refonder l'État sans mettre en priorité les questions politiques. Nous assistons à 2 ans de transition tant que la Constitution ne soit adoptée ou soumise en tout cas à l'appréciation du peuple souverain guinéen. Je suis bien placé pour vous dire que nous avions suscité beaucoup d'engouement et mobilisé de soutien pour faire en sorte que dans les tout premiers mois de cette transition, que le draft de la Constitution soit présenté au peuple de Guinée, qui ait un temps raisonnable pour de discussion afin de faire en sorte que, tel que les autorités eux-mêmes sans cesse ne le répètent, depuis le président du CNT jusqu'au président de la transition lui-même, que cette constitution devrait faire en sorte que les Guinéens devraient être ensemble, le vivre ensemble, et que plus jamais on ne vivra des instabilités politiques en Guinée. Bien. Mais ce que nous pouvons dire aujourd'hui, c'est qu'effectivement, si nous suivons le bon ordre établi ou exprimé par le président Doumbouya à la tribune des Nations Unies, effectivement, les questions politiques sont reléguées au 3e plan, ce qui pourrait être inquiétant. En conséquence, partant de votre expérience, bien sûr, il nous reste pratiquement 2 minutes pour clôturer. Vous avez été le représentant pays du NDI qui habituellement apporte des appuis techniques, et souvent financiers, donc aux processus électoraux. Sur cette base-là, quand vous savez que le volet politique est mis en dernière position et qu'une partie du discours du colonel dit que la CEDEAO doit donc sortir des affaires politiques et se consacrer à sa vocation initiale qui est économique, que pensez-vous de l'attitude que sera donc celle des entités qui habituellement apportent ces appuis-là, que ce soit le NDI ou les autres partenaires techniques dans les jours et mois à venir? Est-ce qu'ils seront plutôt enclins à appuyer la mobilisation des 500 millions qui restent, des 600, ou est-ce qu'ils vont plutôt hésiter après ce discours? Oui, nous pensons qu'il est important d'assainir la relation et la compréhension des enjeux entre la CEDEAO et la Guinée, mais aussi les autres États en transition au niveau de la sous-région. Nous rappelons que la CEDEAO agit sur la base du protocole additionnel pour la gouvernance de la démocratie et les élections, et donc il est important de rassurer la communauté du respect des principes librement adoptés par les États membres de cette communauté. Et donc, ce principe exige que les atteintes donc à la sécurité de l'État ou le renversement de l'ordre constitutionnel n'est pas acceptable dans la situation. Et donc, le retour rapide à l'ordre constitutionnel reste le seul objectif poursuivi. Maintenant, pour les autres conditions, notamment financières, je pense que ce sont des conditions accessoires. L'argent vient là où il y a la sérénité. Nous voudrions que la junte donc en Guinée, mais aussi les autres juntes de la sous-région comprennent qu'il y a un adage africain qui dit: lorsque vous allez chez votre voisin pour partager le feu de camp, prenez soin de repartir très vite avant que le feu ne s'éteigne. Parce que sinon, on va utiliser votre tabouret pour servir de bûche afin de réallumer les flammes. Et donc, vous n'aurez plus de siège, et donc vous serez persona non grata. Nous aimerions que les jeunes comprennent que pour l'instant, l'opinion publique est encore en attente des actions concrètes pour un retour à l'ordre constitutionnel et qu'il faudrait agir maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Parce que lorsque l'instabilité s'installe, aucun partenaire ne peut intervenir. Même l'argent, lorsqu'il sera mobilisé, ne trouvera pas de plateforme pour opérer. Il faut donc profiter de l'accalmie actuelle et de la compréhension de toutes les parties prenantes au processus de gouvernance politique pour faire avancer l'agenda politique de la transition. Nous gardons espoir que ce message passe
et que les uns et les autres ne comprennent pas notre message comme une critique vaine, mais plutôt une critique constructive, d'ailleurs circonspecte, pour interpeller et attirer l'attention sur la nécessité de renouer avec l'ordre constitutionnel normal. Et la question du départ était de savoir comment est-ce que la CEDEAO pourrait faire pour reprendre le contrôle sur ces 4 transitions. Vous choisissez 2 mots. Est-ce qu'il faut que la CEDEAO accentue les sanctions pour reprendre la main ou le contrôle, ou est-ce qu'il faut qu'elle amplifie les médiations, les négociations? Vous choisissez laquelle des deux solutions? Je pense que les deux doivent être combinés. Et de manière constante, la CEDEAO procède par le dialogue. Bien. Mais pour dialoguer, il faut 2 personnes. Et donc la question est de savoir si les régimes dans les pays donc en transition acceptent de dialoguer avec la CEDEAO. Bien. Donc c'est une question importante parce que la volonté politique n'est pas aussi manifeste. Maintenant, les tensions constituent des moyens légaux que la CEDEAO dispose, suivant le protocole additionnel, pour pouvoir agir. Et je pense que les chefs d'État, lorsqu'ils trouvent que les transitions conduisent les nations vers de périls graves, n'hésiteront pas à se réunir et à prendre des décisions allant dans le sens de sanctions pour qu'enfin le pouvoir revienne au peuple. Voilà. Ce qu'on peut retenir donc de l'analyse, l'angle de vue de M. Paul Amé Gakpo, président de l'Institut Tamberma pour la gouvernance, ancien représentant donc du NDI en Guinée. La prochaine fois, nous vous aurons et nous approfondirons nos échanges sur justement l'Institut Tamberma pour la gouvernance, ses actions en vue dans la sous-région. Vous nous parlerez davantage de tout ça. Merci de votre disponibilité. Merci à tous ici en studio. Derrière la baie vitrée, Ibrahim Babé Diallo. À très bientôt. À demain pour la suite.